Bienvenue dans Invisibility. Il y a un peu moins de 10 ans, Stéphanie Chaillet est confrontée à un diagnostic de cancer du sein. Journaliste indépendante, elle vit alors à New York depuis une vingtaine d'années. À la fin de son traitement, elle décide d'expérimenter la thérapie psychédélique avec des champignons hallucinogènes pour tenter d'apaiser son angoisse de la mort. C'est le début d'une quête et d'une enquête sur ces substances qui guérissent, qu'elle raconte dans un livre, Fantastica, paru en 2020. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée, alors que j'enquêtais moi aussi sur les psychédéliques depuis 2 ans. Je suis heureuse de la recevoir pour ce nouvel épisode. Il y sera question, entre autres, de guérison, de la manière de redonner une place à la mort et aux morts dans nos vies, de reconnexion aux vivants et d'émerveillement. Invisibility. Bonjour Stéphanie, merci d'être dans Invisibility. Merci à toi Natalia. On s'est rencontrés il y a 5 ans déjà. Tu sortais ton livre, c'était en 2020, et on avait pris un café. À l'époque, moi je travaillais sur un projet de documentaire qui a eu du mal à émerger parce que les chaînes de télé trouvaient qu'on était trop en avance. Et toi, tu venais de sortir ton livre. Et c'est un moment où on ne parlait pas beaucoup de ça. Toi, quel a été le déclencheur pour t'intéresser à ce sujet ? Tu parles de ton cas personnel. Comment ça s'est passé pour toi, l'arrivée, on va dire, dans le monde des psychédéliques ? Alors ça s'est passé d'abord par le biais du journalisme parce que je vivais à l'époque à New York où j'ai vécu très longtemps, 25 ans aux États-Unis, et j'ai fait une première enquête pour le magazine du Monde en 2015 sur une étude clinique de la NYU sur des patients qui étaient atteints de cancer. Et donc on avait essayé la psilocybine pour essayer de soulager leurs symptômes anxio-dépressifs. Et cette étude avait eu des résultats excellents qui étaient parus, qui avaient vraiment fait les gros titres des journaux à l'époque. Et donc voilà, je m'étais intéressée à ça. J'avais fait un sujet pour le magazine du Monde qui était passé, je pense, totalement inaperçu. Je crois que vraiment personne ne l'a lu, ce papier. Mais cela dit, ça m'a permis de rencontrer non seulement le scientifique donc, qui pilotait cette étude, mais aussi plusieurs des patients qui étaient des gens vraiment extraordinaires, qui m'ont beaucoup marqué. Et donc, quand j'ai eu moi-même un diagnostic de cancer 1 an ou 1 an et demi après cette enquête, j'ai immédiatement pensé à eux et je me suis dit, il faut que moi aussi, j'ai la possibilité de faire ces expériences qui pourront vraiment me sortir de cette épreuve par le haut et m'aider à surmonter le traumatisme, non seulement de l'annonce d'une maladie potentiellement mortelle, mais aussi d'un traitement qui est quand même très 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 lourd. Parce que le témoignage des patients à l'époque t'avait marqué. Tu t'es reconnue 1 an et demi plus tard dans ce qu'ils disaient. En fait, ce qui m'a marqué, et ça m'a marqué tout de suite, avant même d'être malade, c'est à quel point ces gens semblaient irradiés. Ils avaient l'air extrêmement sereins, très heureux. Ils étaient très lumineux, en fait, dans leur approche de l'existence. Et je me souviens avoir eu une certaine envie, en fait. Et ça m'avait amusée parce que je me dis, on n'est pas souvent jaloux de malades du cancer, quoi. C'est quand même assez rare. Mais là, il y avait quelque chose en eux qui vraiment... Oui, qui donnait envie. On avait envie d'atteindre ce degré de sérénité. Voilà. Donc oui, j'ai pensé à ça et je me suis dit c'est forcément ça va forcément m'aider à l'issue du traitement. Donc toi, à ce moment-là, on t'a annoncé c'est un cancer du sein, c'est ça ? Tu racontes dans ton livre notamment, mais que tu as vraiment suivi la voie de la médecine traditionnelle, le traitement qu'il fallait, et que c'était quelque chose qui te faisait plutôt peur, les psychédéliques, les champignons, tout ce monde-là, parce que tu viens pas du tout d'un milieu où c'était valorisé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens et pourquoi ça te faisait peur ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas grandi dans une famille où la drogue était considérée comme le diable, pas du tout. Mais mon père, notamment, a toujours été très favorable à la légalisation de toutes les drogues pour des raisons très pragmatiques. Il a toujours considéré que la prohibition avait beaucoup plus d'effets pervers
que la légalisation. Donc, c'était pas un tabou en termes de, voilà, j'avais pas l'impression d'enfreindre un interdit en consommant des substances illégales. Mais par contre, j'avais peur de la perte de contrôle. Je me suis toujours tenue à distance, notamment des psychédéliques, parce que voilà, ça me faisait peur. C'était des expériences qui me semblaient extrêmement étranges. Et vraiment même effrayante. Bon, il se trouve que j'ai grandi dans le sud de la France, dans un milieu où les psychédéliques n'étaient pas du tout disponibles. Hein. Moi, j'ai pas connu d'adolescents qui en prenaient. En fait, j'y ai été exposée pour la première fois en arrivant à New York, à la vingtaine. Et là, vraiment, c'était vraiment purement par peur que je n'ai jamais expérimenté. Par ailleurs, j'ai grandi dans une famille caractérisée aussi par l'athéisme, par le scepticisme, par le matérialisme scientifique, par une certaine allergie à l'irrationnel. Tes parents étaient médecins? Mes parents étaient médecins, tous les deux. Pour moi, tout ce qui relevait du surnaturel, ça n'existait pas. Enfin, c'était juste impossible dans ma culture familiale. Et donc voilà, par éducation et par tempérament, je dirais, j'étais pas du tout prédisposée à essayer d'explorer, de faire des expériences spirituelles, pas du tout, du tout. À ce moment-là, l'invisible pour toi n'était pas quelque chose de présent, enfin, ou est-ce que tu avais quand même cette peut-être idée, cette curiosité qu'il y avait quelque chose d'autre que ce qu'on voit, ou au contraire, justement une vision très matérialiste jusqu'à ce moment-là? Je dirais très matérialiste, avec quand même l'impression quand même que certaines personnes avaient une vie intérieure plus riche que la mienne. Et donc voilà, une certaine curiosité par rapport à ça, au fait qu'il y avait des gens qui semblaient avoir quand même un rapport au monde un peu plus transcendant que le mien. Mais bon, j'en souffrais pas, je me sentais pas vraiment handicapée parce que c'était vraiment mon milieu. Et puis que par ailleurs, on arrivait quand même à s'intéresser à des choses intéressantes, notamment la science, ce qui est, qui a beaucoup de mystères aussi dans le domaine de la science. Donc, je dirais pas que c'était une vie pauvre, mais en tout cas, oui, pas très spirituelle, ça c'est sûr, c'est certain. Et une fois que les gens étaient morts, ils avaient disparu pour toujours. On n'avait pas d'accès à d'autres mondes. Alors à ce moment-là, donc on te fait ce diagnostic, tu suis tout le traitement, mais déjà tu as en tête les psychédéliques. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as d'abord suivi ton traitement et ensuite tu t'es dit ça? Tu as commencé à te renseigner? Enfin, quelle est un peu ta démarche et comment tu as suivi ce processus et comment ça s'est même passé pour toi intérieurement cette période? Alors, j'ai décidé d'attendre la fin de mon traitement pour faire des expériences. Et donc, c'est assez long, hein, ça a pris 1 an, je dirais à peu près 1 année entre chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Et pendant ce temps, j'ai lu beaucoup de trip reports, comme on dit, donc de comptes rendus d'expérience. Et puis, je me suis pas mal documentée. En fait, j'ai lu, je me suis préparée en lisant des livres, en lisant des comptes rendus d'expérience. Et dès que je me suis sentie un peu mieux, parce que c'est quand même très très fatigant et très éprouvant ces traitements, je me suis mise en quête donc de psilocybine et de quelqu'un qui pourrait m'accompagner, ou en tout cas me tripciter. Et j'ai fait mes premiers pas comme ça dans l'underground à New York, où c'était en fait pas si difficile parce qu'il y avait vraiment la renaissance psychédélique battait son plein déjà aux États-Unis à l'époque, donc il y avait tout un réseau souterrain de sociétés psychédéliques, de chamans, de thérapeutes underground, de revendeurs. On m'a appris comment me procurer des substances sur le darknet. Voilà, donc j'ai découvert tout ça, et puis j'ai fait des expériences qui m'ont vraiment aidée énormément, qui m'ont aidée dans des domaines où je savais que j'avais besoin d'aide, et aussi dans d'autres où je ne savais pas que j'avais besoin d'aide, et pourtant j'avais besoin d'aide. Et voilà, et à partir de là, j'ai pensé que c'était utile d'en parler et d'écrire un livre pour les Français. Alors justement, comment s'est passée ta première session? Comment tu t'es organisée en fait? Alors tout s'est fait petit à petit, hein, parce que vraiment j'avais aucun contact dans cet univers-là, mais j'avais quand même une amie d'amis qui s'intéressait au microdosage, et cette amie d'amis m'a présenté un très bon ami à elle qui lui était très féru d'expériences psychédéliques, qui avait essayé toutes sortes de substances, qui avait voyagé en Amérique du Sud, qui connaissait tout ça par cœur, et c'est lui qui m'a donné vraiment les clés du darknet en fait. Il m'a installé devant un ordinateur, il m'a montré comment aller sur le darknet,
le VPN, Tor, enfin bon, toutes les étapes, les bitcoins, etc. Et donc voilà, j'ai acheté mes premières doses de champignons à psilocybine comme ça. Et en ce qui concerne l'accompagnement, par contre, les premières expériences que j'ai faites, je ne connaissais personne, j'avais pas encore de contact dans le milieu des thérapeutes underground et tout ça. Donc j'ai demandé à un ami en qui j'avais confiance de me tripciter et donc de superviser l'expérience en sachant que j'avais bien compris que l'essentiel se passait à l'intérieur de moi. De toute façon, c'était pas une séance de psychothérapie où je serais en train de raconter ma vie à quelqu'un, à un professionnel. J'avais juste besoin de quelqu'un pour me sécuriser en cas d'inquiétude ou d'angoisse. Voilà, chacun sait quand on a fait ces expériences qu'on peut être parfois pris dans des courants d'angoisse dont on a du mal à se sortir tout seul, mais c'est très facile de sortir les gens de cet état quand on a un peu l'habitude. Donc voilà, j'avais besoin de cette sécurité-là, mais à part ça, c'est un travail que j'ai fait toute seule. Comment ça s'est passé, cette première expérience ? La première, maintenant ça commence à remonter, donc mes souvenirs sont un peu flous, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dès la première, j'ai été mise en contact avec avec la perspective de la mort, comme étant obligatoirement, comme devant faire absolument partie de la vie, c'est-à-dire de mon quotidien. Et ça s'est passé d'une façon très simple, qui est que je me suis assise, parce que j'ai eu énormément de nausées, en fait. Oui, ça, je m'en souviens très bien. J'étais vraiment assez physiquement malade la première fois. Et donc, pour prendre l'air, je me suis assise sur mon balcon, sur mon échelle d'incendie à Brooklyn. Et je voyais de l'autre côté des jardins, en fait, une baie vitrée, dont je me suis souvenue à ce moment-là qu'on m'avait dit que la famille qui habitait là, en fait, était en deuil de la maman. La maman était morte d'un cancer du sein, et donc son mari était veuf, et elle avait 2 petits-enfants qui étaient donc orphelins de mère. Et on m'avait raconté ça, et puis j'avais aussitôt oublié. Et en fait, en me retrouvant là, à ce moment-là, et en voyant cette fenêtre, l'histoire m'est revenue, et je me suis dit qu'il fallait penser à elle, qu'on pouvait pas oublier cette absente. Et à partir de là, je n'ai pas pu regarder par mes propres fenêtres sans voir cette fenêtre et sans penser justement au fait qu'on peut mourir d'un cancer du sein, que c'est arrivé à cette femme. Et donc c'était une façon déjà d'apprivoiser ce scénario, la possibilité d'une vie raccourcie par la maladie, juste qu'elle soit présente dans mon quotidien, voilà, d'y penser, d'avoir cette pensée. Donc ça a été la première chose. Et c'est vraiment ce dont je me rappelle le plus de cette première expérience. Ça a été cette fenêtre qui m'a ouvert une fenêtre sur le fait de coexister avec l'idée de la mort. C'est quelque chose qui t'accompagne encore aujourd'hui, qui est resté ? Absolument. Et qui, pour moi, est vraiment transformateur. Et c'est une chose dont toutes les philosophies, depuis Montaigne, les stoïciens, les spiritualités orientales, le fait de s'accoutumer à la mort, ça fait partie vraiment de toutes les traditions philosophiques, évidemment, et memento mori, et on le dit, et on le rabâche, mais on reste quand même, nous, occidentaux, vraiment dans le déni par rapport à ça. On a beau l'entendre, on l'entend pas vraiment, en fait. On préfère ne pas y penser, on préfère se tenir à distance des morts, de la mort. Et on se rend compte, en fait, dès qu'on se rapproche, que la vie, la vie prend un éclat qu'elle n'avait pas avant, en fait. Et c'est ça le deal, c'est que quand on y pense, alors évidemment, au début, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, mais à partir du moment où ça devient une pratique, une gymnastique d'y penser, ça change complètement le regard qu'on a sur la vie. Et c'est pour ça que moi, je fais partie des gens qui pensent que le transhumanisme, c'est une absurdité totale parce que l'immortalité, je pense que la vie perdrait tout relief si elle n'avait pas de fin, en fait. Finalement, notre chance, c'est d'être mortel. Je pense que c'est une chance, en fait. Et je pense que les mortels que nous sommes, qui ont trop peur de regarder leur finitude en face, se privent vraiment d'une occasion de mieux vivre. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est le genre de conclusion auquel on ne peut, je pense, parvenir que quand on est secoué quand on est tiré par la manche par la mortalité, quoi. Quand on est secoué par un événement qui... je sais pas, il y a des tas de gens qui ont des expériences de mort imminente, qui après ont un rapport transformé à l'existence.
Donc voilà, je crois que plus on s'en approche, ou plus on décide de s'en approcher philosophiquement, et plus on est capable d'apprécier le miracle de la vie, enfin tout simplement quoi. Moi, j'avais jamais considéré qu'être en vie était un miracle avant ce moment-là, jamais. À aucun moment de ma vie, jusqu'à l'âge de 45 ans, je ne me suis dit, mais quel miracle de vivre, d'être là, de percevoir, d'avoir une conscience. Mais après, oui, bien sûr, ça m'arrive encore presque, je dirais pas tous les jours, mais ça m'arrive très souvent. Et ça, c'est complètement nouveau. Et c'est complètement lié, à mon avis, justement à cette capacité je dirais pas d'accepter la mort, mais plus d'en faire un peu ma compagne au quotidien, d'y penser, et j'ai presque envie même j'ai presque envie de rechercher la compagnie des mourants, juste pour continuer justement à pratiquer. Pour moi, c'est une pratique vraiment apprivoiser ce passage. Tu cites d'ailleurs dans le livre Marina Abramovic, l'artiste, et ça m'a marqué parce que son travail est quand même toujours flirte quand même avec cette notion de mortalité qui t'avait dit lors d'une interview qu'il fallait côtoyer la mort tous les jours. Est-ce que tu as rencontré du coup beaucoup de gens qui ont cette affinité d'esprit, de pensée avec ce que tu décris? Très peu de gens, et c'est pour ça que ça m'a tellement marqué quand elle m'a dit ça, parce que elle a vu que j'avais venais d'avoir un cancer, parce que quand je l'ai interviewée, je pense que j'avais toujours pas de cheveux, donc on a parlé de ça, et elle m'en a parlé d'une façon vraiment extrêmement marquante, mais c'était avant mes expériences psychédéliques, et ça restait très théorique. C'est-à-dire qu'elle disait, on paye très cher notre déni, on tient les morts à distance, alors que voilà, dans les traditions orientales, très souvent, on dort avec les morts la première nuit. Enfin voilà, on a un rapport beaucoup plus intime en fait avec la mort. Et donc ça m'avait marqué. C'était très beau ce qu'elle disait, mais ça n'avait pas encore résonné comme ça a pu résonner après mes expériences psychédéliques. C'est ça qui a vraiment qui a permis à cette idée théorique d'entrer en moi. Alors c'est intéressant parce que tu vis toutes ces expériences, et on va en parler, et en parallèle tu mènes ton enquête, et tu le dis au début du livre, c'est une quête et une enquête. Et d'ailleurs je me reconnais quand même pas mal dans cette démarche, même si pour plein d'autres raisons. En même temps tu rencontres notamment des scientifiques qui prônent en fait l'usage de ces psychédéliques dans le cadre de la fin de vie, donc ils font des études scientifiques, mais notamment dans cet hôpital à New York, qui est l'hôpital Bellevue, où j'ai aussi rencontré un des professeurs dont tu parles, Anthony Bossis, qui d'ailleurs, lui, aimerait introduire ces psychédéliques, non pas uniquement en milieu hospitalier, mais dans les hospices. Ça devait être assez... une expérience assez fascinante de vivre en parallèle cette quête et cette enquête, et qu'est-ce que ça t'a apporté de parler avec ces gens-là, de découvrir aussi tout ce monde-là? C'est très intéressant parce que je ne sais pas, aurais-je tiré autant de bienfaits de ces expériences si je n'avais pas en plus parlé justement avec tous ces gens qui travaillaient sur le sujet et qui sont vraiment des gens, parce que c'était vraiment la première vague des chercheurs, enfin pas la première vague dans le sens où c'était la deuxième vague, la première vague c'était dans l'après-guerre, mais là c'était vraiment les pionniers de la deuxième vague, on va dire. Parce qu'on va préciser ici, si les gens ne connaissent pas trop l'histoire des psychédéliques, dans les années 50, 60, il y a eu énormément de recherches avec les psychédéliques pour soigner notamment les maladies mentales, l'addiction, qui ont été complètement enterrées, puis ressorties, redécouvertes par justement ces personnes-là de la première vague, de la deuxième vague, on va dire, psychédélique aux États-Unis, des scientifiques extrêmement reconnus qui ont décidé de relancer ces études, quoi. Oui, et avec une détermination et un courage qui m'a vraiment estomaqué personnellement, parce qu'ils ont eu vraiment à affronter des obstacles administratifs énormes et ils ne se sont jamais découragés. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au sujet en 2015 et leurs études commençaient à faire les gros titres des journaux et tout ça, mais c'était depuis l'an 2000 en fait qu'ils étaient au travail, tous ces gens, à demander des autorisations auprès de la FDA, l'agence du médicament, auprès des comités d'éthique de leurs institutions. Enfin, ça a vraiment... Et puis surtout, il a fallu lever de l'argent, ce qui a été extrêmement difficile, parce que ce sont des études qui sont très coûteuses. Il n'y avait pas d'argent public de disponible, donc il a fallu qu'ils aillent chercher de l'argent privé. Donc voilà, des gens qui ont... Parce qu'ils étaient convaincus du potentiel thérapeutique de ces substances, ont vraiment... fait des pieds et des mains pour réussir à les étudier. Et donc, je me suis sentie quand même, j'ai vraiment eu le sentiment d'être privilégiée, de pouvoir leur en parler.
Oui, parce qu'en France, je pense que ça aurait été plus compliqué. Enfin, en France, c'était complètement... Enfin, il y avait une totale opacité à ce niveau-là. C'était même pas relancé. Donc peut-être que sentir l'appui aussi de gens aussi avancés, même dans leur recherche scientifique, effectivement, c'est pas rien. Bah, disons que moi, ça me rassurait quand même parce que justement, j'ai quand même la preuve scientifique pour moi, ça a beaucoup de valeur. Encore une fois, de par mon éducation, donc c'était rassurant de pouvoir parler avec des professeurs de médecine dans des grandes institutions hospitalo-universitaires qui arrivaient à prouver noir sur blanc que, et grâce à des études en double aveugle que bah oui, que c'était une ressource thérapeutique, effectivement. En France, on était très très loin de tout ça, et même en France, à l'époque, les psychiatres français, enfin les médecins français ne lisaient même pas encore la littérature scientifique anglophone sur le sujet. Donc il y avait une ignorance quasi totale. C'est pour ça que c'est aussi ça qui m'a motivée pour l'écriture du livre. Donc... Oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, je me souviens même, il y en avait peut-être quelques-uns qui lisaient, mais ils pouvaient pas dire publiquement, enfin moi je me souviens d'en avoir interviewé qui disait surtout ne citez pas mon nom, ne dites pas que je m'y intéresse, parce que rien que de dire que je m'y intéresse, et on pourrait me couper mes crédits scientifiques et mes crédits recherche, que je trouve assez 5 ans plus tard, c'est la révolution, tout a changé, mais c'est fou quand même. Ouais. Donc du coup pour toi, voilà, tu continues cette enquête en parallèle, et notamment à NYU, à Bellevue, tu vois ce travail sur la fin de vie et cette volonté de l'introduire dans la société en fait. Oui, parce que alors deux des chercheurs que j'ai interviewés pour mon livre étaient donc Tony Bossis à NYU et Charles Grubb qui lui est à UCLA, et tous les deux d'ailleurs ils sont partenaires dans cette initiative, avaient pour obsession, l'un était psychologue, Tony Bossis, l'autre psychiatre, mais ils avaient pour obsession de sortir les psychédéliques du champ de la psychiatrie pour les emmener dans le champ des soins palliatifs, parce que non seulement les études historiques, donc celles des années 50-60 sur la fin de vie, étaient les plus spectaculaires en termes de résultats, mais ils considéraient que parmi toutes les indications qui avaient été explorées dans la deuxième vague, donc là depuis les années 2000, c'était dans cette indication-là qu'on avait les meilleurs résultats. Et c'est vrai, on arrive à... Dans les études historiques comme dans les études contemporaines, en gros, on arrive à soulager à peu près 80% des patients de leur détresse liée, de la détresse liée à leur diagnostic de cancer, que ce soit des symptômes anxieux ou des symptômes dépressifs, parce qu'il y a les deux. Et ben dans les deux cas, 80% des patients sont soulagés par le protocole qui consiste quand même en une dose unique de psilocybine. L'étude de la NYU, il y a une étude de suivi 4 ans plus tard qui a montré que il y avait une persistance de l'effet thérapeutique 4 ans après. Bah, quand on voit ça, c'est incroyable, et on ne peut pas... pour moi, c'est pour ça que je pense que tous les deux, moi j'ai énormément d'admiration pour ces deux hommes, parce que je pense ils ont bien compris que la dépression c'est un énorme problème, on est d'accord, c'est vraiment, il y a une épidémie mondiale de dépression, mais la mort c'est universel, c'est même pas que c'est vraiment c'est un moment auquel tout être humain sera confronté. Le deuil c'est universel, on va avoir de nombreux deuils dans nos existences, si on a de la chance, parce que ça veut dire qu'on vivra vieux. Voilà, l'idée c'est une ressource pour l'humanité face à des moments difficiles de l'existence, et essayer de la mettre à la disposition du plus grand nombre, c'est évidemment ce qu'il faut faire, à mon avis, ils ont raison. Oui, dans les descriptions de vision des personnes qui sont dans ces études, il y a des descriptions absolument fascinante et très très émouvante. D'ailleurs, tu en parles d'un certain nombre, notamment de personnes qui voient se matérialiser la maladie. Ça, tu en parles, il y a certaines expériences qui se renouvellent chez la plupart des personnes pendant ces expériences. Oui, les gens visualisent souvent leur maladie, ils la voient soit sous une forme symbolique, soit ils la voient à l'intérieur de leur corps. Beaucoup de gens voyagent à l'intérieur de leur corps, d'ailleurs un autre domaine de l'invisible, parce que le corps, on voit vraiment que son enveloppe extérieure, mais l'intérieur, alors que c'est très proche de nous, c'est très intime, mais c'est totalement invisible. Et donc pendant les expériences psychédéliques, énormément de gens voyagent dans leur corps, voient leurs organes. Donc voilà, effectivement, ça arrive souvent pendant les expériences psychédéliques des gens qui ont ce genre de maladie, mais ça peut être aussi vraiment une rencontre très symbolique avec la maladie, et ça peut être, dans mon cas,
moi, je n'ai pas du tout... Mes expériences psychiques sont pas du tout visionnaires, donc moi, je n'ai pas du tout rencontré ma maladie ni quoi que ce soit, mais ça a quand même fonctionné. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable, c'est que il y a tellement de chemins pour arriver au même résultat. Le résultat, c'est ce que Tony Bossis appelle l'ablation de l'anxiété. Et donc, effectivement, moi, en termes d'anxiété, je n'ai plus jamais eu d'anxiété par rapport à la possibilité d'une rechute. Jamais. Enfin, voilà, ça fait maintenant 8 ans que j'ai fini mon traitement. Et donc, tous les ans, j'ai des examens de contrôle, de dépistage, etc., dont je sais, parce que je connais d'autres ex-malades du cancer qui sont très très angoissés au moment de ces contrôles annuels. Et moi, vraiment, je n'ai aucune inquiétude. Donc je suis arrivée au même résultat que les autres, c'est-à-dire l'ablation de l'anxiété, en ayant une expérience totalement différente, beaucoup moins visionnaire, mais qui m'a quand même libérée de la peur de mourir. C'est énorme. Ouais. Donc là, tu nous as parlé d'une de tes expériences, tu en as fait d'autres. Qu'est-ce qui t'a fait continuer à explorer ces expériences que tu as explorées donc, avec les champignons? Ensuite, il y a eu l'ayahuasca, pour laquelle tu t'es énormément renseignée, tu le dis dans le livre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à chaque fois, tu as avancé dans des directions différentes, c'est-à-dire que ces expériences se sont complétées. C'est pas seulement... En fait, ça devient un chemin, et on le vit tous quand on entre dans ces zones-là, c'est que chaque expérience apporte une nouvelle ouverture, une nouvelle compréhension du monde. Pour toi, ça s'est passé comment, justement, ce chemin? Alors, moi, j'ai assez rapidement réglé, en fait, comme je l'ai dit, le problème pour lequel j'avais initialement fait la démarche. C'est-à-dire que je me suis sentie quand même assez rapidement libérée de mon anxiété par rapport à mon cancer. Mais j'ai quand même, ça a énormément éveillé ma curiosité, évidemment, ces expériences. Et puis, comme je me suis lancée dans l'écriture de mon livre, j'ai eu envie aussi d'essayer d'autres substances. Et donc effectivement, j'ai fait 2 expériences de l'ayahuasca qui ont été vraiment toutes les 2 radicalement transformatrices dans des domaines où je pensais pas vraiment avoir besoin d'aide autant que dans dans le problème d'apprivoiser la mort. Et donc mes expériences de l'ayahuasca, d'abord, elles ont été très très cathartiques par rapport au traitement, parce qu'en fait, une des choses que j'avais peut-être négligé d'apprécier, c'est la difficulté à se remettre d'un traitement aussi violent. Enfin, c'est un traitement les traitements anticancéreux, tous les gens qui ont eu des cancers le savent. Vous arrivez chez le médecin apparemment très bien portant et vous ressortez complètement lessivé. C'est-à-dire que ce sont des traitements qui vous abîment, qui vous épuisent. Dans un environnement où je trouve, en tout cas en France, parce que moi j'ai fait mon traitement à moitié en France, à moitié aux États-Unis. En France, j'ai trouvé qu'il y avait pas une énorme empathie et qu'on était un petit peu sommé d'être un bon petit soldat et de pas trop se plaindre. Voilà, donc j'ai eu une expérience de l'ayahuasca qui m'a vraiment replongée dans toute cette injustice, toute cette violence en fait, voilà, de ce parcours de soins. Oui, tu parles des secrétaires, des médecins, enfin de certains mots, certains gestes, certaines choses qui, sur le coup, peut-être t'avaient pas choqué, mais que la plante t'a fait revoir sous un autre angle, c'est ça? Absolument. Sur le coup, m'avait pas choquée parce que j'étais justement dans j'étais en mode bon petit soldat, donc voilà, je prenais sur moi, etc. Et effectivement, tout ça est revenu, toutes les réflexions que j'ai pu entendre sur le fait que les effets secondaires, c'est psychogène, que les femmes qui vont en avoir, on les voit venir, que je me souviens d'une oncologue qui comprenait pas que des jeunes femmes lui demandent des bons de transport pour rentrer chez elle après les chimios, alors qu'elle avait une patiente âgée qui elle rentrait en bus. Enfin voilà, tout un environnement comme ça. Moi je trouve, qui m'a, oui, tout à fait, comme tu dis, qui ne m'avait pas heurté sur le moment, mais oui, la plante en effet m'a vraiment replongé là-dedans. Et en même temps, et donc j'ai passé vraiment toute cette première cérémonie à pleurer, je pense, toutes les larmes de mon corps. Mais alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que après ça, je n'ai plus jamais éprouvé de rancœur ou de tristesse. Et pourtant, j'ai vraiment une grande faculté
à ruminer les injustices et les choses douloureuses qui me sont arrivées dans la vie. Mais après ce moment-là, je n'ai plus jamais, je me suis plus jamais considérée comme une victime, voilà, du corps médical ou de l'injustice du sort. Plus jamais. Ça n'est plus jamais arrivé. Ça, c'était la première cérémonie. Et la deuxième, qui était le lendemain, c'était une chamane qui pratiquait dans l'État de New York, dans la nature, dans les bois, et elle conseillait de faire 2 cérémonies à la suite, parce qu'elle disait la première pose les questions et la deuxième apporte des solutions. Bon, je pense pas que la première a vraiment posé des questions, mais en tout cas la deuxième a réellement apporté des solutions, parce que la première expérience avait été tellement difficile et puis j'avais énormément vomi à nouveau. Le deuxième soir, j'ai décidé de sortir, tout ça se passait dans une yourte où tout le monde pleurait en plus, donc atmosphère un peu dépressogène, je dirais. Donc le deuxième soir, j'ai décidé de sortir et on était dans un bois vraiment très très joli, près d'une rivière qui était pleine de grenouilles qu'on entendait. Ils avaient fait un feu à l'extérieur. Enfin voilà, l'extérieur était assez enchanteur. Et donc je me suis un peu aventurée, enfin pas très loin, mais dans le bois, il y avait des photophores. Tout était fait pour que ce soit sécurisant. On n'était pas lâché dans la nature. Mais le fait d'être dans la nature, dans cet état, ça a provoqué vraiment une expérience de reconnexion à la nature dont je n'imaginais même pas que j'avais besoin, parce que je ne me sentais... Enfin, j'étais objectivement déconnectée de la nature. C'était une grande blague dans ma famille, le fait que je préférais passer mes week-ends dans les pots d'échappement, que j'avais aucun intérêt pour la nature. D'ailleurs, ma fille, qui aime beaucoup la nature, mon père n'arrêtait pas de dire en rigolant, ah bah ça a sauté une génération. Donc, j'étais celle qui n'aimait pas la nature. Tout le monde considérait ça comme normal. Je ne pensais pas avoir un problème, en fait. Et donc là, la plante m'a révélé que j'avais un problème, parce qu'elle m'a révélé que j'avais besoin de la nature comme tout être humain, tout être vivant en fait, enfin que j'en faisais partie en fait. Elle m'a aussi révélé le pourquoi de cette aliénation, c'est que j'ai eu une sorte de traumatisme quand j'étais enfant. Mes parents, moi je suis née à Paris, j'ai passé ma petite enfance à Paris et mes parents nous ont exilés dans le sud de la France quand j'avais 5 ans. Et l'été où on est arrivé, on s'est installé. Il y a eu d'énormes incendies. En fait, c'était un été de sécheresse, l'été 76, une sécheresse particulièrement, une sécheresse historique dans le sud. Et l'endroit où on était a brûlé. Et dans des conditions où j'ai eu peur pour la vie de mon père, parce que il est resté pour sauver la maison, alors qu'on est parti avec ma mère et mes sœurs. Les flammes ont sauté la route derrière nous. D'ailleurs, mon père a passé toute sa vie après à dire que c'était une erreur, qu'on n'aurait jamais dû partir. C'était beaucoup plus dangereux de partir que de rester. Mais bon, toujours est-il que la nature m'est apparue comme un milieu extraordinairement dangereux, évidemment. Hostile, parce qu'on était en pleine garrigue, il y avait énormément d'insectes, il y avait des scolopendres, il y avait des araignées, on les retrouvait dans nos chambres, on les retrouvait dans nos vêtements. Il y avait des guêpes, on se faisait piquer régulièrement par des guêpes. Donc, moi, et je pense que mes parents n'ont pas été ne m'ont pas vraiment aidé à apprivoiser ce milieu qui m'apparaissait comme hostile et dangereux, et donc je l'ai vraiment rejeté de façon massive, implacable. Donc j'ai passé mon enfance enfermée à lire des bouquins pendant que tout le monde allait se promener, faire des randonnées. Et une fois que je suis retournée en ville, ce qui a été mon objectif toute mon adolescence, je ne suis plus jamais sortie de la ville et je me considérais comme quelqu'un vraiment de urbain jusqu'au bout des ongles. Et je l'étais, enfin je veux dire, j'avais pas besoin d'autre chose. Mais donc lors de cette expérience, j'ai eu de nouveau, enfin non seulement le problème a été révélé, mais la solution faisait partie du problème, puisque j'ai reconnecté profondément avec le monde naturel d'une façon qui est, je peux le dire aujourd'hui, parce que là maintenant ça doit faire 7 ou 8 ans que j'ai fait cette expérience, je pense définitive. Vraiment, il y a un avant et un après. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressé de voir que ça a été mesuré, parce qu'il y a eu des chercheurs de Yale qui se sont intéressés justement à cette dimension-là de l'expérience psychédélique, la connexion à la nature, parce que tout le monde en parlait
On a beaucoup de témoignages anecdotiques du fait que les gens se rapprochent de la nature pendant ces expériences, mais eux l'ont mesuré avec des questionnaires avant l'expérience et après. Et effectivement, il y a une ouverture à la nature mesurable qui est associée à ces expériences. Et ça, c'est fascinant pour moi parce que normalement, la personnalité, on considère que c'est quelque chose d'assez fixe au cours de la vie. Et l'identité écologique, enfin, en tout cas le besoin de nature qu'on a, c'est pas quelque chose qui bouge beaucoup au cours d'une existence. Et je suis à peu près persuadée que si je n'avais pas fait ces expériences, et cette expérience-là en particulier, parce que c'est arrivé vraiment lors d'une expérience en particulier. Si je m'étais arrêtée après mes expériences des champignons en disant ok, maintenant c'est bon, j'ai plus peur de mourir, mon travail est accompli, je n'aurais pas eu cette possibilité. Je pense que j'aurais jamais eu cette possibilité. En tout cas, c'est pas une psychothérapie qui m'aurait donné cette possibilité. Je savais même pas que j'avais un problème à régler. Je vois pas ce qui aurait pu, en fait, peut-être tomber amoureuse d'un garde forestier. Non, mais je me dis, voilà, quelque chose de totalement imprévu, mais j'ai du mal à imaginer une autre expérience humaine qui m'aurait ouverte à ce besoin de nature, en dehors de cette expérience de l'ayahuasca. C'est vrai qu'il y a quelque chose avec cette plante qui nous rappelle qui on est. En fait, qui est comme si elle nous remet aussi à notre place et fait descendre. Je crois qu'à un moment tu dis ça, non? Elle fait descendre l'humain de son piédestal. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on ressent. On peut se sentir à la fois minuscule, immense, parce qu'on est connecté à tout. Enfin, moi, elle m'a gentiment. La plante a été vraiment assez bienveillante. Ouais. Enfin, non pas qu'elle soit malveillante, mais en tout cas, elle m'a pas trop bousculée. Et elle m'a remise à ma place dans la nature, mais en me la présentant comme une source de consolation. C'est ça qui était magnifique. Non seulement de consolation, mais de santé. Enfin, j'ai eu l'intuition, pas l'intuition, la certitude qu'en fait c'était bon pour moi, pour ma santé, pour mon immunité même, pour mon système immunitaire, d'être au contact de la nature et que ça allait participer aussi de ma longévité et que ce serait consolateur dans les moments de détresse personnelle, existentielle, et ça l'est à un point. Mais bon, d'ailleurs, il y a des études très intéressantes sur les bienfaits de la nature. On sait que les gens guérissent plus vite dans les hôpitaux quand ils ont une fenêtre qui donne sur un milieu naturel. Les psychologues ont quand même ont pu mesurer en fait tous ces bienfaits de la nature. Mais voilà, moi j'ai besoin de l'éprouver dans chacune de mes cellules, et c'est ce que l'expérience a permis pour moi. Oui, tu parles de Matthias Frossman qui dit que les hallucinogènes semblent affecter une partie très ancienne de notre cerveau, peut-être le système limbique. Enfin, il s'appuie sur une théorie de la biophilie d'un naturaliste américain. Je trouve intéressante parce que dans les milieux psychédéliques, on en vient toujours finalement à cette question de lien avec le tout, de relation avec l'humain, le non-humain. Enfin, on en vient finalement toujours à cette question, en fait, un peu essentielle. La question du lien, évidemment. Et c'est vrai que quand on est issu de millénaires de philosophie judéo-chrétienne qui ne voit dans la nature qu'un élément à dominer, en fait, à maîtriser, à exploiter, on n'y pense pas forcément, évidemment, surtout si on n'a pas une vie spirituelle. Il y a des gens pour qui ça vient naturellement, oui, parce qu'ils grandissent au contact de la nature. Typiquement Albert Hoffman, dans ses mémoires, il raconte ses émerveillements d'enfant dans les montagnes suisses. Donc lui, il a eu cette intuition très jeune, de façon spontanée, sans qu'on lui ait présenté, avant même de faire l'expérience du LSD. C'est le découvreur du LSD, ouais. Oui, tout à fait. Mais pour moi, qui était coupé de ça, en effet, j'ai eu besoin de ça pour me rendre compte que, oui, on est en lien évidemment avec le monde naturel, on en fait partie. Et cette idée de la biophilie, c'est le fait que les humains ont une affinité innée avec le monde vivant, en fait. On est attiré, on a ce besoin de s'approcher de ce qui vit parce que c'est comme nous, en fait. Et c'est pour moi la seule manière de refonder un mouvement écologique qui ne soit pas dans la culpabilisation, et même dans la menace. Enfin, moi je pense que c'est pas très utile de dire il faut protéger la planète parce que sinon tout va disparaître. Les gens, ça les angoisse, et l'angoisse n'est pas très bonne conseillère. Donc je pense que ça a tendance à susciter du déni plus qu'autre chose. Alors que par contre,
sauver la nature parce qu'on l'aime et qu'on en a besoin et qu'on veut la protéger pour pouvoir en jouir tout simplement, je pense que c'est peut-être plus efficace. Voilà. Oui, d'ailleurs, tu dis qu'on est en lien, et d'ailleurs, les plantes, on dit même que les champignons poussent près des humains, que si voilà, ça se développe en ce mouvement psychédélique, c'est que les plantes se rapprochent de nous pour nous envoyer des messages parce qu'on a besoin les uns des autres. Je trouve intéressant, on en pense qu'on veut, mais je trouve qu'il y a une belle image, en fait, dans cette vision. Oui, moi j'ai adoré. Alors, toutes ces théories pour moi sont un peu au-delà du scientifique. Enfin, mais je les trouve hyper intéressantes. Effectivement, l'idée qu'il y a une coévolution à bénéfice réciproque avec les champignons notamment. C'est-à-dire que oui, ils poussent près de nous parce que la manière dont ils nous font changer notre regard sur le monde naturel leur est profitable et que donc voilà, on profite mutuellement de notre proximité, tout à fait. Oui, il y a plein de théories qui peuvent sembler un peu perchées, mais qui sont vraiment très intéressantes et qu'on a du mal à ne pas prendre au sérieux une fois qu'on a fait ces expériences. Exactement, c'est exactement ça. Ce que tu dis, pas très scientifique, mais finalement, c'est des courants philosophiques que je trouve, pour ma part, complètement passionnants et fascinants et très vrais. Alors, tu parles un peu du cas de la France, qui a mis du temps, en fait, Bon, maintenant, les recherches ont repris, mais qui a mis du temps à s'aligner, en fait, sur ce mouvement psychédélique. Et c'est intéressant parce que tu donnes des raisons, parce que c'est assez flou, finalement, le pourquoi. Mais tu dis que la France a tendance à avoir des sectes partout. Il y a aussi ce principe de laïcité très, très fort. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que toi, tu as vécu de 30 ans aux États-Unis. Là, tu es revenu. Tu reviens pile au moment où, justement, ça se redéveloppe ici. Pourquoi la France est si réfractaire? Parce que c'est vrai que pour être allé en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, même en République tchèque, où toutes ces études ont pris, c'est pas du tout la même vision des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je me suis énormément interrogée sur ce sujet parce que le contraste ne pouvait pas être plus saisissant entre l'endroit où je vivais, donc les États-Unis, où il y avait plein de recherches, tout le monde en parlait, les journaux mainstream en parlaient, voilà, donc c'était vraiment un sujet dans l'air du temps en fait, et la France où c'était silence radio, où il n'y avait pas de communication sur les psychédéliques dans les congrès de psychiatrie. Voilà, les gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Les médias avaient peur d'en parler, je suis bien placée pour le savoir à ce moment-là. Tout à fait, les médias avaient peur d'en parler. Moi-même, quand j'en ai parlé, les commentaires, je me souviens notamment de commentaires extrêmement violents après une interview pour Combini, commentaires sur Facebook où voilà, les gens disaient en gros que j'aurais du sang sur les mains parce que des jeunes allaient mourir à cause de moi, de cette incitation. Donc le contraste était tel que forcément je me suis interrogée longuement sur la question et je pense que c'est en effet comme tu dis, c'est tout un faisceau de raisons. Il n'y a pas une raison, il y a plein de raisons. Il y a le fait que la première vague de recherche donc dans l'après-guerre a été beaucoup plus fructueuse en Amérique du Nord qu'en France, même si en France on a commencé avant parce qu'on a été les premiers à faire des essais cliniques avec la psilocybine, mais comme en fait les conditions d'administration n'étaient pas très bonnes, les effets thérapeutiques ne l'étaient pas non plus, parce on a compris depuis que voilà, le set and setting, donc les conditions de l'expérience sont extrêmement importantes dans la réussite de l'expérience. Les Nord-Américains, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, s'en sont rendus compte assez rapidement, et donc eux, ils ont eu des résultats thérapeutiques, donc ils avaient quand même ce socle, ne serait-ce que ce socle-là scientifique, que nous on n'avait pas, puisqu'en fait tout notre socle scientifique n'était pas probant sur le plan de la réussite thérapeutique. Donc il y avait ça. Il y a le fait que les Américains ont beaucoup plus expérimenté. Quand on regarde les sondages sur l'usage de stupéfiants, on a 17-18% des Américains qui ont expérimenté un psychédélique autour de leur vie. En France, on est plutôt autour de 5%. Donc ça s'est beaucoup plus diffusé dans la société dans les années 60-70. Donc ça fait moins peur forcément parce que voilà, les gens ont eu une expérience personnelle, ils ont bien vu que c'était pas catastrophique, qu'on se retrouvait pas à l'hôpital psychiatrique à chaque fois que on prenait des champignons hallucinogènes. Il y a ça, et puis après il y a des raisons culturelles qui viennent se rajouter à ces raisons sociétales, qui sont que effectivement on a en France quand même la patrie de Descartes, voilà, une méfiance par rapport à tout ce qui est dérive sectaire, tout ce qui est spiritualité, en particulier dans les institutions publiques, l'école, l'hôpital, voilà. Donc
les Américains sont partis billes en tête avec des études sur l'expérience mystique en laboratoire, etc. Ça ne pose aucun problème aux États-Unis. En France, je doute que beaucoup de psychiatres français aient envie de déposer un projet de recherche sur l'expérience mystique sous psychédélique. Il y a peu de chances que ça aboutisse. Tu parles même des profs de yoga, sans aller jusqu'au psychédélique, qui doivent adapter leur discours. Oui, j'avais une amie prof de yoga qui disait qu'elle avait dû changer certaines choses dans le langage pour pouvoir enseigner dans les écoles, en effet, parce que voilà, principe de laïcité. Donc bon, ça c'est la France, mais bon, les choses, en tout cas sur le plan scientifique et sociétal, ont quand même bougé. La preuve, c'est que maintenant, on en parle dans les journaux. Il y a d'autres livres qui sont parus, qui ont l'air de rencontrer quand même un certain public. Donc les choses avancent. Et voilà, je pense que tous les espoirs sont permis. Avec un peu de retard, on va pouvoir, je pense, nous aussi s'emparer de cette ressource. Il y a un moment que tu cites quelque chose que je trouve vraiment extrêmement important et assez fascinant, cette question de la liberté de conscience. Tu dis qu'aux États-Unis, il y a un nombre croissant de personnes qui militent pour ce qu'on appelle parfois, tu dis, la liberté cognitive. C'est la nouvelle frontière des droits civiques dans la lignée d'autres combats comme l'avortement ou le mariage gay. Alors ça, moi, je trouve ça extrêmement important. On n'en est peut-être pas encore là ici, quoi. Oui, non, on n'en est pas là, c'est sûr, parce qu'aux États-Unis aussi, il y a quand même une tradition libertarienne qui n'a pas que des avantages, mais qui a quand même l'avantage de pouvoir mettre dans le débat public des questions comme celle-là. C'est-à-dire, après tout, si mes expériences ne nuisent à personne et n'entravent la liberté de personne, au nom de quoi allez-vous m'interdire de les faire ? Ça, on a tout à fait le droit de le dire. C'est pas du tout tabou de dire une chose comme ça dans un pays comme les États-Unis, parce qu'il y a cette tradition libertarienne. Voilà, je ne mets en danger la vie de personne, donc laissez-moi altérer mon état de conscience. En effet, c'est un discours qui progresse. C'était pas du tout le discours qu'avait mon père, par exemple, qui était lui très favorable à la légalisation des drogues, mais pour lui, c'était une question de santé publique. Il disait il y a plus d'effets pervers à la prohibition en termes de santé publique que d'effets bénéfiques. Je pense qu'il avait tout à fait raison. Mais là, on va, avec ce discours sur la liberté cognitive, justement, on va encore au-delà. C'est-à-dire que même si ça devait avoir des effets délétères, en fait, pour moi, de faire ces expériences, après tout, c'est mon corps. Vous n'êtes pas dans mon corps, vous n'avez pas à me dire ce que je fais avec mon corps, avec l'intérieur de mon corps, avec mon expérience. Ça se défend, bien sûr, ça se défend tout à fait. Ouais, c'est une nouvelle frontière à défendre. Moi, je trouve ça absolument important de le dire et d'en parler. Toi, tu dis vers la fin de ton livre, tu en parles aussi d'ailleurs, et c'était en 2020, donc là on en parle un petit peu plus, c'est un petit peu plus facile, mais tu encourageais les psychonautes heureux à sortir du placard, et d'ailleurs tu prenais l'exemple d'Amélie Nothomb qui a courageusement parlé de son expérience, mais qui s'est vue confrontée à des murs en face d'elle, notamment chez les journalistes et chez ses éditeurs. Toi, c'est ce que tu as fait finalement aussi avec ton livre. Oui, c'est ce que j'ai fait en sachant que, contrairement à Amélie Nothomb, j'avais pas une énorme réputation à préserver, donc c'était beaucoup moins dangereux que pour elle. J'ai énormément d'admiration pour elle parce que, effectivement, elle a parlé de ça à un moment où c'était hyper tabou en France, à des gens qui ne comprenaient pas qu'elle en parle. Et voilà, elle l'a fait, et elle a remis la question sur le tapis avec une droiture vraiment très, très admirable, impressionnante. Et oui, moi j'espérais en effet mon livre, j'espérais que ça permette aussi ça aux gens d'en parler plus volontiers, publiquement. Je ne sais pas si c'est le cas, je me rends pas vraiment compte en fait est-ce qu'il y a plus de gens, de personnalités publiques qui parlent de leurs expériences psychédéliques qu'avant. J'ai pas l'impression. J'ai vu un documentaire Healing Hope qui a été diffusé par la société psychédélique et Psychedelic Care pour le Bicycle Day, qui est donc l'anniversaire de la découverte du LSD, et tous les témoignages étaient anonymes. Certains ont même été joués par des acteurs. Voilà, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Je trouve dommage d'anonymiser ce genre de témoignages. Je pense que oui, ce serait bien que les gens en parlent, bien sûr. Alors je précise qu'on n'est pas là pour encourager quoi que ce soit, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tu dis à un moment que tu as reçu peut-être le meilleur conseil qui soit qu'on peut donner à un psychonaute.
qui venait d'un scientifique. Si on croise un démon, un ogre, un monstre, un fantôme ou un dragon, alors est-ce que tu peux en parler? Peut-être ça peut intéresser des gens ici, parce que finalement, il y a quand même des choses à mettre en place. On le voit bien, toi, avant de faire ces expériences, tu t'es renseigné, tu as lu, tu as rencontré des gens. Je veux dire, c'est pas, on peut l'expérimenter comme on le souhaite, mais il y a peut-être des conseils à donner aux gens qui veulent se lancer dans des expériences, parce que pour que ça se passe bien, il y a finalement peut-être 2-3 choses à savoir pour pas faire n'importe quoi et pas se retrouver aussi dans des situations de danger, parce que ça peut arriver. Et il y a un conseil d'un des scientifiques de Johns Hopkins que tu as rencontré que j'ai trouvé vraiment très parlant, et peut-être que tu peux le partager. Oui, alors lui le donne d'une façon très imagée parce qu'il dit si vous rencontrez un monstre, un démon, un dragon, enfin bon, toute figure effrayante en fait dans votre expérience, il dit il faut s'en rapprocher au maximum et essayer même de plonger dans sa pupille. C'était l'image qu'il employait que j'ai trouvé vraiment incroyable. Mais tout ça pour dire que en fait tout l'enjeu de ces expériences, c'est de ne pas résister, c'est de ne pas fuir ce qui nous fait peur, c'est au contraire de se rapprocher de ce qui nous fait peur, parce que c'est la seule façon de ne plus avoir peur et de résoudre nos peurs en fait. Après, ça peut prendre il y a plein de variations sur ce thème. Il y a des équipes médicales dont le mot d'ordre était trust and let go, donc faites confiance et laissez-vous aller. Et donc les gens se répètent ça un peu comme un mantra. Mais donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de ne pas fuir ce qui nous effraie. Au contraire, voilà, de ne pas lutter, et au contraire d'essayer de se rapprocher de ce qui nous effraie. Et lui, Bill Richards, il disait avec un petit peu de pratique, on finit même par être capable de se dire, allez, on va partir à la chasse aux monstres, on va voir lesquels on va aller rencontrer aujourd'hui. Il y a d'autres images que ces chercheurs utilisent, par exemple aussi le fait de descendre dans la cave pour aller explorer tous les recoins un peu sombres qui nous font peur de la cave avec une lampe de poche. Mais c'est affronter l'ombre en soi, finalement, et c'est le seul moyen de grandir, je crois, et de vivre plus pleinement et intensément. Moi, je trouve ça toujours très difficile. Moi, j'ai maintenant plusieurs années d'expérience avec les psychédéliques. Je fais pas des expériences très fréquemment, mais je continue à en faire. Et je trouve que c'est quand même toujours ce qui est le plus difficile. C'est on résiste, l'ego résiste. Et voilà, c'est vraiment une lutte pour lâcher prise. C'est une lutte pour lâcher prise à chaque fois. Mais évidemment, quand on lâche prise, on est récompensé. C'est absolument incontestable. Alors toi, aujourd'hui, t'en as un petit peu parlé de ce qui t'est resté de ces expériences. On est 5 ans après la parution du livre. Et tu dis que tu continues ce chemin. Quelle a été l'évolution pour toi? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi dans ce chemin? Et dans peut-être ce rapport à la mort, j'ai l'impression que c'est un combat qui semble encore présent chez toi. Où t'en es par rapport à tout ça? Quelle est ta vision des choses aujourd'hui? Bah, moi, j'ai un peu passé le flambeau en termes de sensibilisation de l'opinion à ce sujet, parce que voilà, maintenant il y a d'autres personnes qui publient des livres et qui portent cette parole. Mais il y a quand même un sujet qui continue à me tenir à cœur, c'est celui effectivement de la fin de vie. Là, on est en plein débat sur l'aide à mourir, mais on parle pas du tout de l'aide à vivre ces derniers instants, en fait. On parle pas du tout de l'aide psychospirituelle dont les mourants auraient besoin. On parle pas du tout de réenchanter la fin de vie. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu de société énorme. On a une classe d'âge, là, les baby-boomers, dont mes parents font partie, qui arrivent justement à la fin de sa vie. Ils sont très nombreux. Ils se sont pas toujours très bien préparés. On est dans un pays où on s'occupe pas bien des mourants, hein. C'est une évidence. Il y a eu d'énormes scandales sur les conditions de vie dans les EHPAD. On sait qu'à l'hôpital, on s'occupe pas bien très peu de gens ont accès aux soins palliatifs et aux hospices. Donc pour moi, ça reste un cheval de bataille. Et je pense que les psychédéliques ont vraiment toute leur place, mais toute leur place dans ce champ-là. Donc voilà, si je peux continuer à militer pour comme Charlie Grob et Tony Bossis, emmener les psychédéliques dans le champ des soins palliatifs, je pense que c'est vraiment c'est une cause hyper importante et j'aimerais y contribuer autant que possible par la parole et puis peut-être, je sais pas, par les actes. Il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire pour faire avancer cette cause-là. On pourrait tous s'inspirer d'Aldous Huxley, qui tu en parles dans le livre, et peut-être le premier d'ailleurs à avoir
donné l'idée, avoir exprimé l'idée publiquement de dire qu'il faudrait donner du LSD à tous les patients en phase terminale ou en fin de vie. D'ailleurs, lui-même, c'est ce qu'il a demandé pour lui. Oui, c'est très beau d'ailleurs parce qu'il l'avait suggéré au médecin. Il avait dit qu'il pensait que ce serait une bonne indication, mais il est mort trop tôt pour voir ces études se réaliser. Mais par contre, lui-même, effectivement, a pris du LSD sur son lit de mort. Et sa femme, Laura Huxley, a raconté dans une lettre donc à leur famille, à leurs proches, ces derniers instants. Et c'est absolument magnifique. Enfin, c'est une mort dont je pense à laquelle tout être humain peut aspirer. Il est parti dans une très grande sérénité, entouré des siens. Pour moi, c'est un modèle, bien sûr. Alors j'ai une dernière question à te poser. Tu dis que tu côtoies et que tu essayes de côtoyer, de penser à la mort tous les jours et que c'est quelque chose qui peut maintenir en vie encore plus que ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'il y a des pratiques, des choses que toi aujourd'hui tu as, que tu n'avais peut-être pas avant, qui ne soient pas forcément les psychédéliques, pour justement rester au plus près de cette expérience intense de la vie? Tu as parlé d'émerveillement. Je pense que ça fait partie du quotidien, mais est-ce que tu peux peut-être nous en parler et partager ça? Je dirais pas vraiment des pratiques, c'est plus que je m'en approche dès que c'est possible, dès que j'ai l'occasion, en fait, ne serait-ce que, je sais pas, une promenade dans un cimetière. Et puis alors, il y a une chose qui a changé quand même, dont j'ai pas parlé, parce que c'est pas comme si mon accès à l'invisible était vraiment fondamentalement bouleversé. Je reste quand même assez rationnelle, assez ancrée dans le monde réel, mais j'ai un rapport aux disparus au pluriel, mes ancêtres notamment, qui est beaucoup plus étroit et beaucoup plus vivant qu'avant. Ça, c'est incontestable. Je me sens vraiment accompagnée par mes grands-parents, par mes arrière-grands-parents, enfin ceux que j'ai connus en tout cas. Je les sens, je les sens. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Ils sont là. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Mais donc voilà, je pense beaucoup plus aux morts. Je pense à la mort des gens qui vont mourir, qui sont proches, ne serait-ce qu'à celle de mon chat. Et puis, dès que je peux m'en approcher, je saisis, voilà, je saisis l'occasion de le faire. Pour moi, c'est pas du tout un repoussoir, au contraire. C'est quelque chose qui m'attire plutôt parce que je sais que son contact me rend la vie plus belle et plus précieuse. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir partagé aussi généreusement ton histoire et une histoire assez intime et de parler de ce combat que je trouve extrêmement important. Et si la suite, tu trouves comment poursuivre cela, on pourra en reparler, ça sera avec plaisir. Donc merci d'être venue. Merci à toi, c'est toujours utile de reparler de tout ça parce que ça réveille un peu les expériences et puis toutes les conséquences positives que ça a pu avoir dans ma vie. Donc j'apprécie toujours de pouvoir en parler après toutes ces années. Et moi, j'ai lu ton livre il y a 5 ans et je l'ai relu pour l'interview et je le trouve complètement actuel et vraiment, je recommande à tous ceux que ça intéresse de plonger à la fois un peu plus profondément dans ton parcours, ton histoire, mais aussi dans toute l'histoire de cette seconde vague de la recherche psychédélique parce que c'est absolument passionnant. Tu as rencontré un nombre de personnes très important et tu rapportes leurs propos et vraiment, ça vaut le coup pour ceux que ce sujet intéresse. Donc, merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Invisibilis sur votre plateforme préférée, à aimer, partager, commenter pour soutenir le podcast, le faire vivre et grandir.